Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci là sur le même domaine, c'est le théâtre. Donc, je vais vous parler sur les caractéristiques d'un texte théâtral. Alors, c'est quoi un texte théâtral? Le texte théâtral est surtout constitué de dialogues. Un dialogue est un ensemble des paroles échangées par plusieurs personnages. Pendant la représentation, les comédiens rapportent les paroles des personnages devant les spectateurs. Dans le texte théâtral, avant chaque réplique, c'est-à-dire parole prononcée, l'auteur, bien le dramaturge, écrit le nom du personnage qui prend la parole. Pour différencier les noms des personnages et leurs répliques, on utilise différents procédés, gras, couleurs, soulignés, et ainsi de suite. Une pièce de théâtre est souvent divisée en actes. L'acte sera au début de la pièce, qui en comportera 2, 3 jusqu'à 5. Chaque acte peut lui-même être divisé en scènes. Une pièce peut être comique, triste, on dit aussi pathétique, tragique. Un texte théâtral se compose de paroles échangées par les personnages, le dialogue, et d'indications scéniques, c'est-à-dire didascalie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire didascalie? Alors, les didascalies ne sont pas prononcées par les acteurs, mais ils donnent des informations aux metteurs en scène et aux lecteurs sur le jeu des acteurs, les attitudes, les gestes, la manière de parler, les mouvements, etc. Avant le dialogue, on trouve parfois des didascalies qui présentent la mise en scène, le décor, le lieu, les relations entre les personnages, les objets sur scène, ainsi de suite. Et aussi, ils sont écrites en italique, en gras ou parfois entre deux parenthèses et presque toujours en présent de l'indicatif. Alors, passons maintenant comment identifier et utiliser les compléments d'objets. Tout d'abord, le verbe peut être précisé par un mot ou un groupe de mots. Le complément d'objet, alors qu'est-ce qu'il indique le complément d'objet? Il indique sur quoi ou sur qui s'exerce l'action exprimée par le verbe. Si on le supprime, le sens de la phrase est modifié ou incompréhensible. Le complément d'objet est un complément essentiel. Lorsque ce complément complète le verbe sans l'aide d'une préposition, c'est un complément d'objet direct ou COD. Il répond à la question qui, quoi, posée après le verbe. Par exemple, le karatéka prend son kimono. Alors, le karatéka prend quoi? Son kimono. Son kimono, il s'agit d'un complément d'objet direct. Lorsque ce complément complète le verbe à l'aide d'une préposition, c'est un complément d'objet indirect ou COI. Il répond à la question à qui, à quoi, de quoi, toujours posé après le verbe. Par exemple, il parle de David Doué. Il parle de David Doué. Il parle de qui? De David Doué. Donc, de David Doué, c'est le complément d'objet indirect. Un même verbe peut avoir deux compléments essentiels. Par exemple, il explique cette discipline aux enfants. Elle explique quoi? À qui? Elle explique quoi? Sa discipline
acquis aux enfants. Donc, sa discipline, c'est le complément d'objet direct. Aux enfants, c'est complément d'objet indirect. Alors, comment utiliser des verbes pertinents dans un dialogue? Tout d'abord, dans un dialogue, on peut remplacer le verbe dire par des verbes plus précis qui renseignent sur les sentiments et la façon de parler des personnages. Ces verbes expriment, s'il s'agit d'un ordre, on peut utiliser vouloir, exiger, imposer, ordonner. S'il s'agit d'une déclaration, on peut utiliser affirmer, déclarer, constater, raconter, répliquer, avouer. S'il s'agit d'un sentiment, on peut utiliser espérer, souhaiter, protester. Ces verbes-là, ils peuvent se placer avant les paroles, après les paroles ou au milieu des paroles. Ce qu'on dit, ce sont des verbes introducteurs. Par exemple, il est tard, je dois rentrer, répondit Sophie. Répondit, c'est un verbe introducteur, donc il s'est utilisé à la fin de la réplique. Répondit Sophie. Sophie répondit, il est tard, je dois rentrer. Maintenant, il est utilisé au début de la réplique. Il est tard, répondit Sophie, je dois rentrer. Maintenant, c'est au milieu de la parole. Donc, répondit Sophie entre deux virgules, répondit Sophie. Passons maintenant à identifier les différents niveaux de langue, les registres de langue. Alors, selon la situation de communication, nous utilisons des registres de langue différents. Il y en a combien de registres ici? Nous avons 3. Il y a le registre soutenu, le registre courant, le registre familier. Alors le registre soutenu, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est quand est-ce qu'on a un langage recherché, employé dans des situations solennelles ou dans des textes littéraires. Et le registre courant, on l'utilise de façon habituelle, en parlant, en discutant. Voilà, ça s'utilise d'habitude. Et le registre familier, c'est un langage employé dans la conversation habituelle, mais sans recherche, sans soin. C'est-à-dire, ce qu'il pense à dire, il le dit sans avoir fait attention aux fautes féminin, masculin. Voilà, et même pour la prononciation, l'articulation des sons, ça peut être un son amalgamé avec un autre son. Et ce qui est important, c'est qu'il fait passer un message. Et l'interlocuteur, alors pour le soutenu, c'est beaucoup de respect. Pour le courant, il y a du respect. Et pour familier, l'égalité. Et un exemple, alors recevoir un souffle, plutôt recevoir un soufflet. Au courant, c'est être giflé. Et au familier, se dit se prendre une baffe. Vous voyez, alors c'est le même sens, mais avec chaque registre, ça se diffère. Donc au soutenu, c'est recevoir un soufflet. Au courant, c'est être giflé. Et en familier, c'est se prendre une baffe. Attention, ce que vous devez faire attention, qu'il existe un registre populaire, c'est-à-dire vulgaire. Lorsque tu écris, il est préférable de ne pas utiliser ce registre. Donc, c'est un registre de la rue. Donc, il ne faut pas l'utiliser même en parlant et en écrivant. Enfin, comment appliquer la règle de l'accord du verbe avec son sujet? Alors, le verbe s'accorde avec son sujet. Pour faire l'accord, il faut trouver le sujet d'abord. Le sujet peut être devant le verbe. Par exemple, un enfant observe le forgeron. Alors, un enfant, c'est un sujet. Donc, il s'est placé devant observe. Observe, c'est le verbe. Donc, c'est devant le verbe. Il peut être aussi derrière le verbe. Du près parviennent les hennissements des cheveux. Alors, les hennissements, c'est le sujet. Il est placé derrière le verbe parviennent.
Il peut être placé loin du verbe. Un vendeur installé à même le sol devant de larges corbeilles propose des fruits et des légumes. Voilà, regardez là. Un vendeur, installé à même le sol devant de larges corbeilles. Alors, l'expression installé à même le sol devant de larges corbeilles, elle est entre deux virgules. Donc, un vendeur propose des fruits et des légumes. Mais tandis que nous avons une expression entre deux virgules, maintenant le verbe, il est placé loin du sujet. Encore, un même verbe peut avoir plusieurs sujets singuliers, il se met alors au pluriel. Par exemple, une femme et son mari contemplent les beaux bijoux. Une femme et son mari contemplent les beaux bijoux. Contemple, c'est un verbe et une femme et son mari, alors, sont le sujet. Aussi, un même sujet peut avoir plusieurs verbes. Le forgeron, par exemple, le forgeron sort le morceau de fer du feu, prend son marteau et tape dessus. Alors, vous voyez combien de verbes sont 3. Alors, le forgeron, c'est le sujet. Le premier verbe sort, deuxième prend et le troisième tape. Donc, ici, le forgeron possède 3 verbes. Donc, un sujet peut avoir plusieurs verbes. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. Je vais faire un deuxième rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez toujours au rendez-vous. N'oubliez pas de partager la chaîne parmi vous sur vos réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire et j'aime. Merci. À bientôt.